France Inter. 18h15, c'est la question politique du jour dans le 18-20. Et c'est Yael Gauz. Bonsoir Yael. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Budget saison 2, suite, Yael. Après le nouveau round de négociations entre Bercy et la gauche hors insoumis, le verrou des retraites va-t-il sauter ? Georges Pompidou avait son nœud gordien, celui que François Bayrou doit trancher, et vite, c'est bien celui des retraites. Toutes les autres revendications pèsent aussi dans la balance, les socialistes en ont une quarantaine, comme le maintien des postes dans l'éducation nationale ou l'abandon des 3 jours de carence pour les fonctionnaires en cas d'arrêt maladie, mais rien ne pèse aussi lourd que cette question des retraites. L'un des négociateurs socialistes, Philippe Brun, l'a redit cet après-midi, sans suspension, c'est la censure. Et Patrick Kanner, le sénateur socialiste, cite même le marxiste Friedrich Engels. La preuve du pudding, c'est qu'on le mange. La preuve de la censure, c'est qu'elle a été votée. Alors vous nous parlez que des socialistes, mais de l'autre côté de la table, côté gouvernement, ça dit quoi ? Comme on est dans le Money Time, le camp Bayrou, je vous cache pas, se fait très très discret, avec volonté d'aboutir, mais sans trop montrer qu'on cède non plus, en pariant sur le fait que le PS ne voudra pas censurer 2 fois, au risque d'apparaître comme irresponsable. Et à Matignon, on compte toujours sur les super pouvoirs de l'homme araignée, Spider-Man Éric Lombard, c'est le surnom qu'il s'est donné dans une interview récente, le nouveau ministre de l'économie, qui connaît par cœur ses interlocuteurs de gauche pour avoir été lui-même rocardien dans sa jeunesse. Alors s'il y a une volonté réciproque d'aboutir, pourquoi est-ce qu'on voit toujours pas de fumée blanche ? L'un des nœuds à dénouer, c'est la notion de gel ou de suspension de la réforme, le temps de la renégocier. Il y a un point de droit qui oppose, à l'heure où je vous parle, la gauche et l'entourage de François Bayrou. Savoir si on peut geler une partie seulement d'une loi déjà entrée en vigueur qui s'applique depuis septembre 2023, la loi sur les retraites. À partir du moment où ça s'applique, comment vous faites pour appuyer sur pause ? Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui bénéficient déjà des acquis de la réforme, les pensions minimum, les dispositifs carrière longue ? Est-ce qu'on peut juste stopper la mesure d'âge et pas l'ensemble ? C'est la raison pour laquelle François Bayrou voulait dire qu'il renégociait sans pour autant stopper l'application de la réforme. Casus belli à gauche, pour qui il serait possible à minima d'imaginer un décret qui permette d'arrêter provisoirement la mesure d'âge, les 64 ans. Et alors cette querelle de droit ne règle pas non plus le hiatus budgétaire, Yael ? Avec ou sans mesure d'âge, avec ou sans système par points, tout le monde sait qu'on a un problème de financement aigu qui va aller en s'aggravant par manque de croissance, en raison du vieillissement de la population, avec pas plus d'1,3 cotisants pour un retraité à l'horizon 2070. Et alors malgré toutes ces difficultés et les conséquences d'une telle renégociation, il y aura accord ou pas ? Allez, je me mouille. Allez, chiche. Des 2 côtés, on est allé trop loin pour se permettre de reculer. Donc oui, ça va se débloquer. Intérêt politique bien compris. Socialistes, écologistes et communistes ont besoin de décrocher ce drapeau, même s'il est plus petit que prévu, pour s'émanciper de Jean-Luc Mélenchon et de la radicalité de la France insoumise. La violence des réactions côté LFI qui parlent déjà de forfaiture, de trahison, montre bien que nous sommes à un tournant, un point de bascule. Côté Bayrou, c'est encore plus simple. Sa longévité dépend des socialistes et de la non-censure. Plus globalement, hors LFI et hors RN, tout le monde a intérêt à purger avant 2027 ce sujet des retraites pour que la prochaine campagne présidentielle ne soit pas un éternel retour en arrière. Yael Gauz et la question politique du jour. Yael, merci beaucoup. On a entendu que vous étiez mouillé. On va vous le repasser, ce petit morceau-là. À retrouver Yael, comme toutes les chroniques du 18-20 sur l'appli Radio France. On jette un œil sur le ciel avant de partir au Maroc. La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français. Élodie Calac, bonsoir. Une météo encore perturbée. Oui, bonsoir à tous. En effet, les pluies s'évacuent par l'est ce soir et cette nuit. Au nord de la Seine, grande prudence, un fort risque de regel des sols, ça va glisser. Somme, Nord et Pas-de-Calais sont en vigilance orange verglas. De nombreux cours d'eau restent sous surveillance ce soir et une nouvelle perturbation gagne déjà le nord-ouest ce soir et cette nuit. Elle progressera vers le Massif central, le Jura, les Alpes et le nord de l'Aquitaine demain, avec de bonnes pluies et du vent. Il neigera temporairement du nord de la Bretagne et de la Basse-Normandie jusqu'au centre Val-de-Loire le matin, puis vers la Bourgogne-Franche-Comté. Sur les Alpes, de la neige toute la journée et attention au fort risque d'avalanche. Et du vent en Corse aussi. Oui, du vent très fort dès cette nuit sur le nord et encore demain avec quelques averses. Des éclaircies tout de même vers les Pyrénées, la Côte d'Azur, du nord de la Seine au Grand Est le matin et puis des gelées fréquentes du nord de la Seine au nord-est. L'après-midi, souvent 2 à 6 degrés au nord mais seulement -1 à Lille et 11 à 20 degrés de l'océan vers le sud-ouest et la Méditerranée. Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France qu'on retrouve tout à l'heure juste après le journal de 19h. Ce soir, dans un journal
jour dans le monde. Nous allons d'abord au Maroc, qui réforme son code de la famille. Nous allons aussi en Russie, qui attend Donald Trump. Nous espérons que les sanctions seront levées, que l'opération spéciale prendra fin et que Trump influencera cela. Trump aime davantage la Russie. Ce sera un reportage signé Sylvain Tronchet. Vous verrez aussi quelle relation le Japon entretient avec ses 7-Eleven, la chaîne de magasins de proximité. Et puis dans la tech, la première, la fin de la modération sur les réseaux sociaux. C'est là aussi que nous allons avec vous dans le téléphone sonne. Est-ce que Facebook vient de sonner la fin de la modération ? Est-ce que surtout Facebook vient de sonner dans le sillage de Musk la nouvelle ère des réseaux sociaux ? D'abord, il y a eu, disons, l'âge de pierre. Quand on découvrait, c'était sympa, c'était convivial. Et puis, un peu l'Antiquité, quand tout le monde s'y est mis, que les réseaux sont devenus indispensables, qu'on s'informait sur les réseaux. Et puis l'ère contemporaine, on a découvert les algorithmes. Et maintenant, quelle est-elle, cette nouvelle ère ? Mark Zuckerberg a eu cette phrase. Les élections récentes semblent être un point de bascule vers une nouvelle priorité accordée à la liberté d'expression. Vers quoi on fonce ? Tête baissée, et est-ce qu'on plonge surtout ? 01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous. Même chemin pour vos pouces par WhatsApp. France Inter présente le podcast original Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Philippe Collin. Quelle est la place de Jean-Marie Le Pen dans l'histoire de France ? Je vous raconte son parcours et la construction de son idéologie. Je crois qu'on entre en politique comme on entrait autrefois dans les ordres, c'est-à-dire en fait poussé par une puissante vocation. Nos enfants de la patrie. Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Un récit en 7 épisodes à télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr. C'est les soldes chez Optical Center. Bénéficiez de moins 30 à moins 50% sur les montures et verres des plus grandes marques, sur les solaires et même sur les appareils auditifs. Jusqu'à moins 50% chez Optical Center pendant les soldes. Profitez-en sans hésiter. Dispositifs médicaux valables du 8 janvier au 4 février, non cumulables avec d'autres offres, conditions en magasin. France Bleu change de nom et devient Ici. Ici, c'est la radio qui parle d'ici, de notre quotidien, de tout ce qui se passe là où nous vivons, dans notre région, notre ville ou encore notre village. Parce que vivre au même endroit est aussi important que vivre au même moment. Ici, c'est aussi à la télévision et sur le web. Ici, le média qui vit comme nous. Ici. Allez, le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y. It's Morning Edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour au Maroc ce soir. Je suis 100% contre le nouveau code de la famille. Ils ont changé beaucoup de choses, ils nous ont éloignés du Coran alors qu'il y a tout dedans. Le rôle de l'épouse, la polygamie, Dieu a déjà tout dit. Ah, les propos à la sortie d'une mosquée prouvent que c'est loin d'être facile, mais le Maroc réforme, Samou Dawana, le code de la famille, 20 ans après la dernière révision qui à l'époque avait été considérée comme une réelle avancée pour les femmes. On va se demander ensemble ce que cette nouvelle version dit. On la connaît dans les grandes lignes, on parle mariage, divorce, tutelle des enfants, héritage et bien sûr aussi de la place du religieux dans la société marocaine et nous le faisons avec Rizlan Mamouni. Bonsoir. Bonsoir Fabienne Synthèse, merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, vous êtes avocate, vous êtes l'une des figures du féminisme au Maroc. Avant qu'on entre dans le détail et qu'on entende d'ailleurs un exemple, je voudrais que vous nous disiez, Rizlan Mamouni, si vous deviez donner une note à cette réforme, vous diriez peut mieux faire, vous diriez nettement insuffisant, vous diriez belles avancées, il y a du boulot mais belles avancées, qu'est-ce que vous dites ? Alors pour l'instant, ce qu'on a, ce ne sont que des propositions qui sont pas encore entérinées, pas encore passées par le vote du Parlement, mais c'est des propositions. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, elles sont bien loin du changement de paradigme qu'on attendait. Il y a quelques propositions qui insufflent un peu d'espoir, mais très timides, comme permettre aux mères divorcées de continuer d'assurer la garde de leurs enfants, même en cas de remariage. Ça, c'est une bonne mesure. Protéger le domicile conjugal pour l'époux survivant, c'est aussi quelque chose de positif, mais on n'a pas changé de paradigme, on n'a toujours pas l'égalité en héritage, la polygamie est maintenue, l'autorité parentale, c'est pas clair, on a une introduction d'une solidarité des dettes ménagères qui est pas très claire non plus, et un des points les plus choquants pour moi, c'est le rejet catégorique, toujours aujourd'hui, des tests ADN pour établir la paternité biologique d'un père et surtout lui imposer les devoirs qui en découlent.
à l'égard de l'enfant. On va y venir quasiment point par point, les fameux tests ADN notamment qui sont contraires à l'islam. C'est ce qu'on a entendu dans votre pays. Vous avez parlé d'héritage, de polygamie, on y viendra, d'autorité parentale. Vous avez parlé de ce moment, de ce volet qui est peut-être le plus important, effectivement, volet crucial, scruté par toutes les féministes, toutes les femmes du Maroc, la tutelle des enfants qui jusque-là allaient en cas de divorce et de remariage directement au père. Voici un exemple. C'est celui de Meriem et c'est un reportage de Mathias Reynal. On se retrouve juste après. Avec ses 2 enfants, elle habite un petit appartement en banlieue de Casablanca. Il y a 3 ans, Meriem a décidé de divorcer. La cause, c'était la violence. Parce que j'étais une femme maltraitée, j'étais une femme, vous pouvez dire, violée par le mari. Malgré ça, j'ai essayé de garder les choses à l'amiable pour le développement sain des enfants. La relation avec son ex-mari se détériore rapidement lorsque Meriem décide de fonder une famille avec un autre homme. Il a demandé la garde des enfants. Les enfants, ils étaient battus, un harcèlement psychique. Ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais à la maison. Selon ma fille, il me disait qu'il nous enfermait dans la cuisine pour avoir des réponses à ces questions. Et c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie, en fait. Parce que s'il y avait une loi aujourd'hui, c'est surtout pour protéger les enfants, le bien-être des enfants. La première mouture du nouveau code de la famille, dévoilée en fin d'année, accorde aux femmes divorcées et remariées le droit de garder leurs enfants. Alors Meriem peut enfin souffler. Je dirais que c'est une révolution. On a la chance, imaginez qu'aujourd'hui on dit que c'est une chance de garder nos enfants, même après un mariage, que la maman, elle peut refaire sa vie. Le roi a dit, c'est bon. Je pense que même s'il y a encore d'autres process, mais c'est officiel. Pour moi, je pense que c'est comme ça. C'est décidé, c'est dit, et ça sera bientôt fait. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est résilient, on peut dépasser, on peut se projeter dans l'avenir, on peut vivre quand même, et survivre surtout. Rizlan Mamouni, notre amie Meriem, elle parle de révolution qui désormais permet effectivement aux femmes de refaire leur vie tout en gardant leurs enfants. Vous dites beaucoup et vous êtes assez nombreuses à dire que tout cela reste flou. Qu'est-ce qui est encore flou dans l'avenir d'une femme comme Meriem, par exemple ? Alors, une des propositions les plus claires, c'est qu'effectivement, la femme donc divorcée, si elle se remarie et qu'elle contracte un second mariage, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle perd la garde de ses enfants si le père le demande. Donc, la proposition qui a été formulée, c'est de mettre fin complètement à cette règle, et donc le remariage de la mère ne lui fait pas perdre automatiquement la garde. Maintenant, quid de la tutelle ? La tutelle, c'est la capacité de prendre des décisions juridiques qui concernent l'enfant. Aujourd'hui encore, on a une tutelle qui est paternelle. Il n'y a que le père qui peut prendre toutes sortes de décisions pour l'enfant, bien qu'il n'ait pas la garde. C'est vraiment, il y a une espèce de dichotomie entre ces deux notions-là qui est assez dangereuse. Et nous, on demande à ce qu'elles soient regroupées, en fait, que la tutelle revienne à celui des 2 parents qui a la garde. Aujourd'hui, c'est complètement séparé, et demain, dans les propositions, c'est pas clair, puisqu'on nous parle d'une tutelle partagée entre les 2 époux. Mais si on compare les 2 situations, aujourd'hui, une mère gardienne qui a la garde de ses enfants et qui a besoin de prendre une décision juridique pour l'enfant doit aller rechercher et quémander l'autorisation du père ou d'un juge. Demain, si l'autorité est partagée, si ça veut dire qu'il faut, en plus de son autorisation, celle du père, on n'aura pas avancé d'un iota. Il faudra concrètement qu'elle aille demander cette autorisation-là. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une autorité parentale conjointe, c'est-à-dire que la mère puisse prendre, si elle est la gardienne, ou le père, si c'est lui le gardien, puisse prendre des décisions qui concernent le quotidien des enfants, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Là, on n'est pas en train de protéger des droits des mères versus des droits des pères. Pour moi, les seuls à avoir des droits, ce sont les enfants, et les 2 parents conjointement doivent avoir des responsabilités à l'égard de ces enfants. Rizlan Mamouni, vous nous avez parlé de la polygamie qui effectivement manque encore de clarté dans le texte tel qu'il est fait aujourd'hui. Vous nous avez parlé aussi du mariage des mineurs, donc pas avant 18 ans désormais, c'est une avancée, mais avec beaucoup de dérogations, et c'est ce que vous dénoncez. Il y a l'exemple de l'héritage aussi qui est un exemple intéressant. L'inégalité persiste, avec cependant des droits pour les filles qui sont d'autres droits aujourd'hui.
Alors, il faut vraiment y aller avec beaucoup de prudence parce que beaucoup de propositions sont présentées comme des nouveautés alors qu'elles existent déjà. Aujourd'hui, la Moudawana actuelle pose déjà l'âge de 18 ans comme âge minimum de mariage. Et ça, c'est maintenu dans les propositions de réforme, sauf que les dérogations à ce principe de mariage à 18 ans, aujourd'hui, n'avaient pas de limite d'âge, c'est-à-dire que le juge peut autoriser un mariage d'une mineure qui a 15 ans, 14 ans, 13 ans, que sais-je, il n'y a pas de limite. Et que demain, avec ces propositions-là, on aura un plafond de 17 ans, mais toujours le recours à ce mécanisme des exceptions, de l'appréciation des juges, qui a montré ses limites et ses dysfonctionnements sur les 20 ans de pratique de la Moudawana. Donc voilà, on ne sait pas encore pourquoi on ne peut pas avoir un âge strict de 18 ans et aucune possibilité de dérogation en dessous. On n'est pas très étonné de voir les réactions qu'on a entendues tout à l'heure, la réaction de certains hommes et notamment les religieux qui jugent ce texte très défavorablement. Aidez-nous à comprendre en quoi le référentiel, il reste religieux ou est-ce qu'il reste avant tout patriarcal? Est-ce que c'est les deux, mon capitaine? Oui, c'est les deux. Oui, clairement les deux, mon capitaine. Et le patriarcat, en fait, pousse à avoir des interprétations religieuses, parfois très très éloignées de la lettre des textes, mais qui aboutissent à des solutions qui, comme par hasard, arrangent toujours les hommes. Et je pense, par exemple, au refus des tests ADN. Ça, c'est une des problématiques qui est les plus choquantes. En 2025, on refuse encore de recourir aux tests à la science, en fait, et aux tests génétiques pour établir la paternité biologique d'un individu et surtout lui imposer des devoirs à l'égard de ses enfants. Je suis pas théologienne, je sais pas ce que dit précisément la religion, mais moi ce que je dis au ministre concerné et à l'origine de cette proposition de maintenir le rejet des tests ADN, c'est qu'elle est inconstitutionnelle. Elle est contraire à la lettre de la Constitution qui a été adoptée en 2011 et pour laquelle 99% des Marocains ont voté. Il faut pas oublier qu'entre 2004, date de la Moudawana actuelle, et aujourd'hui 2025, date de la réforme, il s'est passé un événement majeur qui a été l'adoption de la Constitution de 2011 et on exige que la réforme soit constitutionnelle, soit conforme à ce texte adopté par l'écrasante majorité de la population. Il faut pas les trahir aujourd'hui. Est-ce que vous diriez justement, Rizlan Mahmoudi, peut-être que justement, et c'est peut-être la bouteille à moitié pleine d'ailleurs, la société marocaine bouge, la société marocaine échappe aux religions, la société marocaine doucement aussi échappe à ce patriarcat-là, et que finalement les opposants essayent de s'y raccrocher, mais ça va trop vite, ça va plus vite qu'eux, et peut-être que là-dessus, cette bataille-là, elle est gagnable. Mais en réalité, c'est même pas vraiment un débat parce que certaines interprétations dans la religion même peuvent nous permettre d'aboutir à l'égalité, à la justice. C'est pas des valeurs qui sont totalement étrangères à nos traditions. C'est des idéaux qui sont profondément enracinés dans la culture et dans la foi musulmane. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction à ce stade. Là où il y a un danger, c'est l'utilisation de l'islam à des fins politiques. C'est toujours la même histoire. C'est quand on a recours à ces règles-là qu'on les tritouille, qu'on les interprète dans un sens qui nous arrange, qui est le sens du patriarcat. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. On peut pas attendre que le dernier des Marocains sorte des ténèbres et comprenne que tout ce qu'on demande, ce sont des droits universels, des droits humains universels. Il s'agit pas de renoncer à nos valeurs, il s'agit pas de mimer l'Occident, mais il s'agit d'accepter définitivement qu'il est temps de faire place en fait à de la justice et à la dignité dans nos sociétés. Et pour ça, c'est au Parlement que ce travail revient. Dans la Constitution de 2011, les sujets relatifs à la famille et à l'état civil fait partie des attributions du Parlement. Donc c'est à eux de prendre à bras le corps ce projet et on va voir prochainement, en tout cas on les appelle à avoir le courage de porter cette réforme jusqu'au bout et qu'elle soit marquée par sa conformité à la Constitution de 2011 et aussi aux traités internationaux qui sont ratifiés par le Maroc et ne pas refuser d'être en fait le complice de cette utilisation de l'islam à des fins politiques. Rizlan Mahmoudi, dans la première intervention qu'on a entendue, Myriam qui se félicitait de pouvoir avoir ses enfants, même si elle refait sa vie, elle a dit « le roi a dit, donc c'est dit ». Et je me demandais quelle était la place du roi là-dedans et si il pouvait peser tout son poids dans votre sens plutôt ou dans l'autre.
Alors, le roi a surtout dit, moi ce que je retiens de la réunion de communication sur ces propositions, c'est qu'il a appelé les oulémas, donc qui est le ministère chargé des affaires religieuses et qui est derrière toutes ces résistances un peu conservatrices. Il leur a dit, je cite, d'approfondir la recherche au sujet des problématiques du fiqh, donc de la jurisprudence religieuse, liées aux évolutions que connaît la famille marocaine et qui exigent des réponses novatrices en phase avec les exigences de l'heure. Et moi, je me raccroche beaucoup à ça et j'espère que les oulémas vont répondre à cette invitation et s'atteler au travail pour nous sortir des solutions qui sont autant conformes à nos traditions positives marocaines que au sens de la marche qu'on a déjà prise, c'est-à-dire de regarder vers l'avenir sans avoir peur. C'est tout ce qu'on vous souhaite, on croise les doigts. On a bien compris que le processus, il était en cours, il n'était pas fini. Vous le suivez avec nous. Rizlan Mamouni, merci beaucoup de votre passage chez nous. Merci vraiment. La suite ce soir, c'est aussi la suite de notre série sur les pays qui attendent Trump avec plus ou moins de bonheur et c'est en Russie que nous allons pour aller jusqu'à 19h. Kevin Dufresne sous les radars. En Ouzbékistan, la démocratie pas vraiment en action. Le Monde à 18h50 et Frédéric Seyss. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Fabienne. Votre supermarché est-il stratégique pour la nation ? La question se pose au Japon. Et la tech, la première, et Stéphane Jourdain. Bonsoir Fabienne. On revient sur cette semaine folle où tous les espoirs de modération des réseaux sociaux se sont évanouis. Allez, à tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète continue avec Billie Eilish. Chihiro, c'est en playlist sur France Inter.
Le reportage est en Russie ce soir, dernier volet de notre série sur les pays dans le monde qui attendent Trump avec plus ou moins d'impatience. En Russie, vous allez voir qu'on attend justement avec une certaine impatience quoi faire avec cette nouvelle Amérique-là, celle de Trump. Et le reste, c'est Sylvain Tronchet qui raconte. Alors qu'en Russie, beaucoup croyaient l'Amérique définitivement acquise aux idées des démocrates, après tout, la télévision le martelait à longueur de journée, l'élection de Donald Trump a été vécue comme une heureuse surprise, y compris au sommet de l'État. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vladimir Poutine n'a mis que 48 heures à féliciter son homologue américain. Il avait attendu 1 mois pour Joe Biden. En un mot, il a installé l'idée que les relations allaient changer quand on lui a demandé s'il était prêt à dialoguer avec Trump. Gatov. Je suis prêt. Vladimir Poutine a donc envoyé le signal aux Russes que Donald Trump est un partenaire fréquentable. Quand on sort dans la rue aujourd'hui, ils sont nombreux donc à exprimer l'espoir que les choses vont changer avec ce nouveau président américain. Nous espérons que les sanctions seront levées, que l'opération spéciale prendra fin et que Trump influencera cela, car il en a parlé à plusieurs reprises. Et Trump aime davantage la Russie. Il me semble qu'il est plus convenable que son prédécesseur, Biden. Il se peut qu'il ne fournisse plus d'armes à l'Ukraine. Peut-être qu'alors tout s'arrêtera. Vladimir Poutine n'a eu jusqu'ici que des mots aimables pour Donald Trump, lui pardonnant même ses écarts de langage quand il a affirmé qu'il avait autrefois menacé de frapper le centre de Moscou s'il attaquait l'Ukraine. Je ne me souviens pas de cette conversation, a éludé le chef du Kremlin. Mais les mots doux à l'adresse de Trump ne valent pas pour les États-Unis. Quand on parle de discussion à Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, voici ce qu'il répond. Les États-Unis ont encore un long chemin à parcourir pour réaliser comment la situation évolue réellement. Néanmoins, nous entendons les signaux de la part de l'équipe Trump. S'ils sont sérieux, nous leur répondrons, bien sûr. Mais le dialogue a été interrompu par les Américains, alors c'est à eux de faire le premier pas. De nombreux dirigeants ont depuis rappelé que les États-Unis restaient malgré tout un ennemi. Beaucoup estiment qu'il existe un consensus anti-russe à Washington et certains, comme le député présentateur de télévision Yevgeny Popov, allaient même jusqu'à pronostiquer l'échec des discussions à venir au lendemain de l'élection américaine. Je ne vois rien de bon dans ces résultats. Quant à ce que Trump fera ensuite, il me semble qu'il va nous proposer une sorte de plan qui sera assorti de conditions manifestement inacceptables. Nous le rejetterons. Ensuite, il accordera à l'Ukraine un puissant programme d'aide et il s'affranchira des limites observées dans une certaine mesure par Joe Biden. En fait, la vraie raison pour laquelle le pouvoir russe se réjouit de l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, c'est parce qu'il estime que ce sont ses idées qui avancent. Il célèbre la fin d'une administration jugée libérale, défendant les droits des minorités et tout particulièrement de la communauté LGBT, que le Kremlin vomit à l'image du plus célèbre propagandiste de la télévision, Vladimir Solovyov. Tout ce sur quoi la société occidentale était bâtie s'est effondré. La porte-parole de la Maison-Blanche ne peut plus dire que sa plus grande réussite est d'être une lesbienne migrante à la peau foncée. Et tu ne peux plus exiger d'être embauché chez Boeing parce que tu fais partie d'une minorité sexuelle. Tout à coup, Trump arrive et dit « Vous êtes tous fous. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ?» C'est cette logique qui va suivre les mots de Trump et qui ne peut être arrêtée et qui est absolument naturelle pour nous. Vu de Moscou, donc, si Donald Trump et Vladimir Poutine commencent à parler, il n'est absolument pas certain qu'ils parviennent à un accord. Mais au moins, ils parleront le même langage. Sylvain Tronchet pour le reportage. Merci beaucoup Sylvain. L'actualité internationale passée sous les radars. C'est Kevin Dufresne. Nous sommes en Ouzbékistan, Kevin d'abord, et là la démocratie c'est pas encore ça. Non, drôle de scène hier au Parlement, le vice-président de l'Assemblée nationale s'est adressé en ouverture de la session aux 150 députés élus en octobre dernier, sans aucune surprise puisque même si 5 partis sont représentés, ils soutiennent en fait tous le président Shavkat Mirziyoyev. Donc le vice-président de l'Assemblée ouzbèque, qui s'appelle Rakim Rakimov, a disons conseiller aux députés, je cite,
d'appliquer à la lettre les propositions du chef de l'État. Ils doivent considérer, je cite toujours, que les initiatives de notre président sont des tâches prioritaires. Voilà des mots qui ne vont pas vraiment dans le sens de la promesse de libéralisation du régime faite par Mirziyoyev il y a quelques semaines. Il assurait vouloir raviver l'opposition dans ce pays où elle est interdite depuis toujours, pour ainsi dire. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, l'Ouzbékistan s'est ouvert économiquement, développant le tourisme à Samarcande par exemple, et en attirant des investissements étrangers, mais reste intérieurement un des régimes les plus autoritaires au monde. Pourquoi no le llamamos América Mexicana? Amérique américaine, nous sommes au Mexique qui présente une carte. Pourquoi ne pas appeler les États-Unis l'Amérique mexicaine? Ça sonne bien, non? Ouais. Voilà comment, dans un sourire, Claudia Sheinbaum a répondu hier à Donald Trump, qui, en plus de s'attaquer au Groenland, on en parlait dans le journal de 18h, et au Canada, veut renommer le golfe du Mexique Golfe d'Amérique. Alors, pendant sa conférence de presse quotidienne, la présidente mexicaine a ironisé hier en présentant une carte du monde datant du XVIIe siècle et où une majorité de l'Amérique du Nord est baptisée effectivement Amérique mexicaine. La réponse de la bergère au berger, si on peut dire, avec humour. Claudia Sheinbaum a plus sérieusement rappelé qu'elle comptait entretenir une bonne relation avec Donald Trump. Les sujets entre Mexico et Washington sont nombreux, l'immigration et les droits de douane notamment. Et puis nous voici au Royaume-Uni, Kevin, avec un petit malin. Oui, si certains investissent dans l'immobilier, les crypto-monnaies ou les œuvres d'art, eh bien Charles Fawcett, lui, a placé son argent dans des voitures basées dans le Yorkshire. Il est à la tête d'une entreprise qui customise des véhicules. Le début de cette histoire remonte à 2015. La marque Land Rover annonce qu'elle met fin à la production de son modèle phare, le Defender, un gros 4x4, bien polluant, même si ce n'est pas le sujet. Charles Fawcett tente alors un coup. Il achète 200 Defender d'une seule traite. Il y a 10 ans, donc il les modifie en fonction des demandes de ses clients. Et aujourd'hui, il les revend en faisant une très belle plus-value, puisqu'à l'époque, ce modèle neuf coûtait un peu plus de 40 000 €. Aujourd'hui, il en revend certains à 270 000 €, 4 fois plus cher. En plus du fait que ces modèles ne sont plus trouvables neufs, ceux achetés par Charles Fawcett sont parmi les derniers à être sortis de la chaîne de production, ce qui les rend encore plus collectionnables, donc d'après lui, et donc plus chers. Eh bien, j'allais dire bravo, bon, non, comme il veut. Pas sûr. Merci beaucoup, vraiment. Merci, Kevin. À demain, vous partez en passant par le Mali, qui rend hommage à ses ancêtres avec ce morceau. Voici Oumou Sangaré, Wassiloudon, c'est le titre, et Thomas Langlin, qui a de la mémoire, nous remet dans l'oreille qu'une version live existe. C'était un concert au 104 avec M, il y a quelques années. Allez le chercher, les choix musicaux du 18-20, c'est Djoubaka.
Sangaré, Vassiludon, ça date de 2022 sur France Inter et dans Un jour dans le monde, c'est Le Monde à 18h49. Voici Frédéric Seyss. How dare you? Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Frédéric, vous nous emmenez au Japon où le gouvernement tente de bloquer le rachat d'une chaîne de supermarchés par un groupe canadien. Et ça avec un argument très étonnant. Oui, au nom de la sécurité nationale, argument avancé ce matin par un ministre japonais. Le Japon a d'ailleurs classé ces supermarchés comme industrie essentiel, un label qui protège l'entreprise de l'appétit des investisseurs étrangers. En l'occurrence, c'est un groupe canadien qui avait mis plusieurs milliards sur la table pour croquer son concurrent nippon. Alors, enjeu de sécurité nationale, rien que ça. Certes, cette chaîne de magasins qui s'appelle 7-Eleven est ultra connue au Japon, 20 000 supérettes dans l'archipel, autant dire à chaque coin de rue, des supermarchés ouverts jour et nuit, où vous pouvez acheter des plats emportés, des produits ménagers, mais aussi retirer de l'argent et payer vos factures. Alors évidemment, c'est toujours pratique en cas de petit creux à 23h pour un casse-croûte, mais de là à brandir la sécurité nationale, quasiment comme s'il s'agissait de l'industrie nucléaire ou de la production d'armement. Alors, mais quelle est l'explication du gouvernement japonais ? Eh bien, ils mettent en avant les catastrophes naturelles récurrentes au Japon, tremblements de terre, raz-de-marée. Or, dans ces circonstances dramatiques, le réseau de supérettes 7-Eleven joue quasiment le rôle d'un service public pour maintenir l'approvisionnement des Japonais, nourriture et produits d'hygiène fournis notamment aux sauveteurs et aux bénévoles. Et demain, si cette entreprise est détenue par des capitaux étrangers, continuera-t-elle à collaborer en cas de crise ou bien visera-t-elle d'abord la rentabilité ? Question posée en ces termes, avec inquiétude ce matin même par le ministre japonais du redressement économique. Mais alors, l'argument de la sécurité nationale employé par le gouvernement japonais, est-ce que c'est pas simplement le moyen de faire du protectionnisme sans le reconnaître ? Si, et c'est en cela que cette décision du gouvernement japonais est emblématique parce qu'elle est loin d'être isolée. Cette semaine, aux États-Unis, Joe Biden a bloqué le rachat d'un champion américain de l'acier par son concurrent japonais, là encore au nom de la sécurité nationale. En fait, partout sur la planète, les dirigeants prennent des mesures similaires, en particulier depuis le Covid, qui avait mis à nu nos dépendances stratégiques. En 2020 et 2021, 28 lois votées dans le monde pour mieux contrôler les investissements étrangers, me rappelait Elvire Fabry, spécialiste de la géopolitique commerciale à l'Institut Jacques Delors. En octobre 2020, c'est l'Union européenne qui a imposé à tous les États membres, tous les 27, de protéger leurs entreprises stratégiques. Et cette notion d'entreprise stratégique devient de plus en plus large. Oui, il y a 20 ans, c'était les industries militaires, le renseignement. Désormais, ce sont aussi les infrastructures, les matières premières, voire l'alimentation. Extension du domaine des secteurs stratégiques donc, et ce n'est pas fini. Prenons par exemple les voitures. Demain, elles seront autonomes et connectées, c'est-à-dire de véritables réservoirs de données personnelles. Bref, au moins aussi stratégiques qu'une chaîne de supermarchés. Merci beaucoup Frédéric Seyss. À très vite. Le jeudi, c'est la tech. La première, c'est Stéphane Jourdain. France Inter, le 18-20. Et Stéphane, vous revenez sur cette folle semaine qu'on vient de vivre à cause de Mark Zuckerberg. Donc, sa vidéo et son revirement spectaculaire sur la modération de Facebook et d'Instagram et son allégeance, pas cachée du tout, à Donald Trump et à Elon Musk. Oui, cette vidéo, c'est le dernier épisode très spectaculaire d'une série d'initiatives assez grossières prises ces derniers jours par Mark Zuckerberg pour se rabibocher avec Donald Trump. Premier appel du pied, jeudi dernier, il change le numéro 2 de Meta, le Britannique Nick Clegg est limogé pour libérer la place à un républicain, ex-conseiller de George Bush. Deuxième appel du pied lundi, un très proche de Donald Trump, Dana White, est nommé au conseil d'administration de Meta. Alors Dana White, il a un sacré CV qui vaut le coup d'œil. Il a monté des concours de gifles très spectaculaires. Je vous invite à voir les vidéos. Il est connu d'ailleurs pour avoir giflé sa femme en public et il a fait fortune en revendant la plus grande ligue de MMA au monde, plus de 300 millions de dollars. Bref, il ne connaît rien aux médias, rien au numérique, mais c'est un ami de Trump qui a joué un rôle clé dans sa victoire. C'est lui qui lui a présenté Joe Rogan, ancien champion de MMA, podcasteur ultra réac, très populaire aux États-Unis. Dana White était sur scène à côté de Trump au moment du discours de la victoire. Il avait même pris la parole. Je vous traduis. Voici ce qui se passe quand le système veut vous anéantir. Ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Il va toujours de l'avant. C'est le type le plus résilient que je n'ai jamais vu. Troisième appel du pied, donc la fameuse vidéo de Zuckerberg dans laquelle il annonce la fin du fact-checking, une modération beaucoup plus lâche et le déménagement de ses modérateurs de la progressiste Californie vers le Texas, bastion conservateur.
Je crois que le message est clair. Alors Stéphane, on ne peut pas comprendre ce rapprochement soudain si on ne se rappelle pas l'état des relations entre Trump et Zuckerberg. Relations exécrables depuis que Trump a été banni de Facebook et Instagram en 2020. À 2 reprises ces derniers mois, Trump a menacé d'envoyer Zuckerberg en prison. Voilà ce que Donald Trump écrit dans un livre paru quelques semaines avant les élections. J'ai fait lire le passage. On l'a à l'œil, Mark Zuckerberg, et s'il fait la moindre chose d'illégal, cette fois, il passera le reste de sa vie en prison, comme tous ceux qui seraient tentés de tricher lors de l'élection présidentielle de 2024. Et voilà ce que disait Donald Trump de Mark Zuckerberg il y a tout juste 2 ans. Mark Zuckerberg, who used to come to the White House and kiss my ass. Pas besoin de traduction, Fabien. Alors, on comprend pas très bien ce qui se passe en ce moment. Si on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, le groupe Meta, si on ne rappelle pas, que le groupe Meta vit avec une énorme épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Celle de la Commission fédérale du commerce américaine, FTC, qui veut démanteler Meta et sa situation dominante. La volonté du nouveau locataire de la Maison-Blanche va forcément peser sur la suite des opérations, comme sur les décisions ou non d'interdire TikTok aux États-Unis. Dans ce contexte, on a demandé à un fin connaisseur de la psyché de Mark Zuckerberg, le journaliste Julien Lebeau, qui a écrit le livre Dans la tête de Mark Zuckerberg, s'il avait été surpris par sa vidéo. Oui et non. Oui, ce qui m'a surpris, c'est que je pense que malgré tout, le cœur de conviction qui anime Mark Zuckerberg, qui irrigue son éducation, c'est d'être quand même plutôt sensible aux thèses démocrates. Mais dans le même temps, non, puisque finalement Mark Zuckerberg a toujours été très brutal quand il s'agit de préserver ses intérêts, n'a pas hésité à brusquer les internautes pour mettre fin à la vie privée. On se souvient sans doute lors de la première élection de Donald Trump que c'était le premier à dire que les fake news n'avaient eu aucun impact. On a aussi posé la question à Olivier Alexandre, sociologue spécialiste de la Silicon Valley, et lui trouve l'initiative plutôt logique, assez maligne, pour peu qu'on se mette à la place de Mark Zuckerberg. Mais alors peut-être, mais en attendant, ce sont les réseaux sociaux qui trinquent, Stéphane, et fini les espoirs de modération. Oui, triste constat qui nous a donné envie d'appeler Yanis Varoufakis, l'économiste, ancien ministre grec, vient d'écrire un pamphlet contre le techno-féodalisme actuel. Alors, comment a-t-il vécu cette vidéo du patron de Meta ? Je pense que c'est une bonne chose qui vient de se passer, si ça nous permet de voir la réalité en face. Car si on continue de vivre avec l'illusion que nos institutions, l'Union européenne, la Commission, les tribunaux et tout ça, contrôlent vraiment notre débat public, eh bien on est en train de tuer dans l'œuf tout espoir de faire revivre nos démocraties. Pour lui, ce n'est pas un problème de personne. Ces réseaux sont toxiques par essence. La désinformation, la haine en ligne, la façon dont ces plateformes ont pollué notre espace public, ça n'a pas commencé avant-hier. C'est une économie et ce business ne fonctionne que s'il est toxique. Ça a été comme ça du jour où ces plateformes ont été monétisées. Ce n'est pas une histoire de Zuckerberg, de Musk ou de Trump. La nature même de ce capitalisme, de ces algorithmes, de ce monstre, c'est d'empoisonner notre démocratie. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour nous sortir de l'ornière ? Alors oui, il en a une assez inattendue. Nous devons créer des concurrents européens aux géants de la Silicon Valley, comme on l'a fait avec Airbus pour contrer le monopole de Boeing et de McDonnell Douglas. On a réussi ça et maintenant Airbus est passé devant Boeing. Nous avons besoin de mettre de l'argent, un gros paquet d'argent, pas des produits de l'imagination d'Ursula von der Leyen, pour monter des alternatives à Google, Amazon et Facebook. Car l'enjeu, pour lui, c'est ça. Garder le contrôle sur les algorithmes. À la fin du fin, vous ne pouvez pas contrôler les algorithmes si vous n'y avez pas accès. Donc ce sera un changement vraiment considérable pour garder notre souveraineté en tant qu'Européens qui veulent pouvoir garder la main sur leur débat public. Yanis Varoufakis ne le cache pas, on va de défaite en défaite, ça le rend triste, mais dit-il, il faut rester debout et se battre. Stéphane Jourdain, merci beaucoup.